Un après-midi d'été calme, seulement marqué par le bourdonnement d'une cigale sur un arbre. À l'intérieur de l'Alliance Murim, les artistes martiaux travaillent dur, le son de leur entraînement résonnant dans la cour. Au cœur du complexe se trouve le pavillon des ombres, l'endroit où sont gérés les secrets internes de l'Alliance. Dans une pièce mal éclairée, un homme est assis en silence, le visage dissimulé dans l'ombre. La porte coulisse soudainement et un jeune officiel se précipite à l'intérieur. Voici Lyop, un enquêteur débutant qui a l'air d'être déjà complètement dépassé par les événements. Il s'assoit, expliquant qu'il remplace un de ses supérieurs qui n'a pas pu venir à l'interrogatoire. Depuis l'ombre, le prisonnier prend la parole, la voix calme et pas du tout impressionnée. Lyop a des sueurs froides sous le regard intense de l'homme. Il essaie de garder son professionnalisme, prévenant le gars de bien peser ses mots s'il ne veut pas finir au hall de l'application des lois. L'homme se contente de le fixer, le regard perçant même dans l'obscurité. Il ricane, trouvant ça pitoyable qu'ils aient envoyé un bleu parce que les anciens ont trop la trouille de se faire casser la gueule. Lyop est décontenancé par l'attitude détendue de l'homme, se demandant s'il capte au moins dans quelle merde il s'est fourré. Il ouvre le dossier pour vérifier le nom, Baek Sochon, chef d'escouade du corps de l'épée de fer. Le corps de l'épée de fer est connu comme l'élite incontestée de toute l'Alliance Murim. L'enquêteur se demande si c'est pour ça que ce type se montre incroyablement arrogant. Il regarde l'âge sur le papier et doit s'y reprendre à 2 fois. 38 ans? C'est pas possible. Il regarde le visage de l'homme pour la première fois et reste stupéfait. Il a l'air d'avoir la vingtaine tout au plus. Lyop n'en revient pas. Ce type est dans l'Alliance depuis 20 ans de plus que lui. D'après les archives, Baek Sochon s'est engagé et s'est immédiatement fait un nom au sein du corps de l'épée de fer. Dès l'année suivante, il s'est distingué au combat, affichant un talent hors norme. Son ascension a été légendaire et il est devenu chef d'escouade en un temps record. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a rapidement gravi les échelons pour devenir vice-capitaine d'unité, puis capitaine d'unité. Les yeux de Lyop s'écarquillent alors qu'il continue sa lecture. Il n'en croit pas ses yeux. Il n'arrive pas à comprendre. Un homme qui dirigeait tout le corps de l'épée de fer n'est plus qu'un simple chef d'escouade? Et ça devient encore plus dingue. Baek est devenu le maître du pavillon secret en seulement 2 ans. Le pavillon secret est une organisation de frappe clandestine, située au cœur même du pouvoir de l'Alliance. Seuls les meilleurs artistes martiaux sont choisis pour ces missions secrètes sous les ordres directs du chef de l'Alliance. En temps normal, un mec comme Lyop n'aurait même jamais pu voir le visage de quelqu'un d'aussi haut placé. Il compte 6 promotions accélérées. Une carrière si célèbre qu'il se demande comment il n'en a jamais entendu parler avant aujourd'hui. Puis il voit l'autre côté du dossier, et son cœur rate un battement. Baek a été rétrogradé 9 fois. Le principal intéressé lâche juste un bâillement d'ennui en attendant. 5 de ces rétrogradations étaient pour insubordination, et il a même agressé un supérieur une fois. Lyop est sidéré que le type soit encore en vie après toutes ces conneries. Ça n'a aucun sens. Pourquoi assigner un bleu à quelqu'un d'aussi important? Un type avec un tel passif aurait dû être pris en charge par le maître du pavillon des ombres en personne. Baek répète ses moqueries, rigolant à l'idée que les vétérans soient trop lâches pour pointer le bout de leur nez. Lyop réalise que ses supérieurs l'ont piégé, l'envoyant au casse-pipe sans le prévenir du genre de monstre auquel il avait affaire. Il essaie de se calmer, sachant que les huiles observent très probablement cet interrogatoire de très près. Il prend une grande inspiration et revient aux affaires, demandant à Baek ce qu'il a encore foutu cette fois. Il y a 2 jours, l'escouade de Baek a été assignée à une mission de frappe ultra prioritaire. Il regarde l'homme dans les yeux et demande s'il est vrai qu'il a refusé l'ordre. Baek se contente de le confirmer. Baek Sochon se souvient de la nuit de la mission, où on lui a demandé pourquoi il avait choisi de retenir ses troupes. Sa seule réponse? Il y avait une embuscade qui les attendait. Il regarde l'enquêteur droit dans les yeux, lui demandant s'il s'attendait vraiment à ce qu'il envoie ses hommes tout droit dans un piège juste pour prouver qu'il était bien là. De retour dans la salle d'interrogatoire, Lyop lui demande comment il pouvait être au courant d'une embuscade s'il n'en a même pas vu. Baek répond calmement que c'était une intuition, laissant le jeune enquêteur sur le cul qu'on puisse désobéir à des ordres directs sur un simple pressentiment. Lyop souligne qu'une équipe de terrain a été envoyée sur place par la suite, et qu'ils n'ont trouvé aucune putain de trace d'une quelconque présence ennemie. Il demande à Baek s'il ne fait honnêtement pas confiance à l'enquête officielle menée par le pavillon des ombres. Baek lui renvoie la question en pleine figure, lui demandant si Lyop, lui, y fait vraiment confiance. Il congédie le bleu, lui disant de laisser tomber parce que leurs enquêtes sont de toute évidence un vrai bordel. Lyop essaie de tenir tête, argumentant qu'un ordre est un ordre, peu importe ce que le commandant peut ressentir. Mais Baek l'arrête avec une question glaciale.
Est-ce que suivre les ordres aurait encore de l'importance si ça signifiait que toute son escouade se ferait massacrer? Le bleu regarde ses mains, repensant au palmarès incroyable de Baek et à la série de promotions impossibles qu'il a obtenues après avoir rejoint l'Alliance. Dans l'Alliance Murim, obtenir ne serait-ce qu'une promotion est énorme, et cet homme donnait l'impression que c'était facile. Il ne peut s'empêcher de se demander si quelqu'un avec autant d'expérience n'avait pas finalement raison au sujet de cette embuscade. Mais la réalité actuelle est bien plus dure. Baek n'est plus qu'un chef d'escouade au sein du corps de l'épée de fer. Le verdict tombe. Pour son 10e acte d'insubordination, Baek est rétrogradé au rang le plus bas possible, celui de simple artiste martial de base. Baek ne discute même pas. Il reste assis là, nonchalant, et dit que ce sera tout. Liyop se lève pour conclure la session et sort, la tête lui tournant après cet interrogatoire. Il s'arrête et pose une question personnelle en tant que cadet. Avec toutes ces rétrogradations et humiliations, pourquoi Baek n'a-t-il pas simplement quitté l'Alliance? Liyop avoue qu'il a rejoint l'Alliance parce que c'était son rêve de gosse, comme tant d'autres. Baek regarde par la fenêtre et mentionne doucement que c'était son rêve à lui aussi, depuis l'âge de 6 ans. Baek est assis dans la lumière du soleil, ressemblant plus à un rêveur fatigué qu'à un criminel dangereux. Le bleu reste là en silence, ne sachant que répondre à ça. Plus tard, Liyop rencontre son supérieur pour discuter de la déclaration du prisonnier. Le maître du pavillon des ombres, Wang Zhongxin, écoute Liyop exprimer son choc face à l'ancienneté de Baek. Wang Zhongxin regarde par la fenêtre, pleinement conscient du lourd fardeau qui pèse derrière le nom de Baek Sochon. Liyop est sidéré d'apprendre que cette recrue est en fait dans l'Alliance depuis des décennies. Wang Zhongxin explique que lorsqu'il l'a rejointe, Baek était déjà une légende que tout le monde pensait vouée à la grandeur. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le monde lui donne une chance de montrer exactement de quoi il était capable. Cette chance est arrivée avec le début de la guerre massive contre l'Alliance du Ciel Noir. Pendant les 10 ans de conflit, Baek Sochon n'a pas été qu'un simple participant. Il était en plein centre de chaque bataille majeure. Ses compétences étaient tellement écrasantes qu'elles faisaient honte à tous les autres artistes martiaux de l'Alliance. Il a atteint le sommet, les histoires sur sa puissance se propageant dans chaque recoin du territoire. Mais tout a basculé lors de la bataille finale qui a conduit au traité de paix. Dans un moment de chaos absolu, le dantian de Baek a été brisé, le laissant avec de graves blessures internes qui auraient dû être mortelles. Wang Zhongxin note que bien que son corps ait fini par guérir, sa source de pouvoir, son dantian, avait disparu pour de bon. Le médecin divin lui-même a déclaré que Baek ne pourrait plus jamais utiliser l'énergie interne. Même après avoir perdu son pouvoir, il a conservé son poste de maître de pavillon pendant un temps, mais ce fut le début d'une longue et douloureuse chute. Il lui avait fallu 17 ans pour atteindre le sommet, mais il a tout perdu et touché le fond en seulement 3. Wang Zhongxin explique que malgré l'ordre du bâillon officiel, sa descente aux enfers est un secret de polichinelle parmi les hauts gradés. Liyop comprend enfin pourquoi aucune de cette histoire légendaire ne figurait dans les rapports officiels qu'on lui a filés. Il demande avec inquiétude ce qu'il adviendra d'un homme qui ne peut plus utiliser les arts martiaux dans un monde qui ne valorise que ça. Le maître du pavillon répond simplement que même un tigre sans dents ni griffes n'est pas quelque chose que de simples chiens ou loups peuvent espérer tuer. Wang Zhongxin poursuit sa pensée, notant que pour un homme de la stature de Baek, perdre son dantian a dû être un coup psychologique dévastateur, rendant la rétrogradation particulièrement cruelle. Liyop écoute le maître du pavillon ajouter que si l'Alliance était vraiment sans cœur, Baek aurait été enfermé ou tué depuis longtemps. Il suggère que la seule raison pour laquelle Baek a survécu jusqu'ici pourrait être due à la protection silencieuse du chef de l'Alliance en personne. Une vision du chef de l'Alliance apparaît, un homme d'une immense puissance qui a gardé ses distances même lorsque son subordonné le plus cher a connu la disgrâce. On disait que le chef tenait plus à Baek qu'à sa propre chair, pourtant il n'a jamais prononcé un mot pour stopper les rétrogradations à répétition. Sans connaître les véritables intentions du chef, les hauts fonctionnaires trouvaient impossible de simplement jeter Baek aux ordures. Wang Zhongxin songe que maintenant que Baek a touché le fond, le plan du chef pourrait enfin se révéler. Le monde du Murim est un endroit impitoyable, et personne ne reste au fond bien longtemps sans se faire bouffer. Le maître du pavillon met fin à la conversation, déclarant qu'ils aborderont le sujet quand le moment sera venu. Baek Sochon retourne dans ses quartiers, où il est immédiatement accueilli par 2 de ses fidèles subordonnés. Wang Gilbigal et No Wong se précipitent vers lui, l'appelant toujours leur chef d'escouade malgré les nouvelles officielles. Baek essaie de remettre les pendules à l'heure, leur disant qu'il n'a plus ce grade, mais No Wong est prêt à foutre le bordel pour lui. No Wong va jusqu'à menacer de faire une grève de la faim pour protester contre cette injustice, mais un Baek fatigué veut juste qu'il foute le camp. Baek reste assis en silence un instant, le poids de la mission ratée et de la prétendue embuscade pesant toujours sur son esprit. No Wong adoucit sa voix,
disant à Baek que toute l'escouade sait qu'ils n'ont survécu que grâce à sa décision. Il croit vraiment en son leader. Baek les traite des épines, mais Wang Ilbigal fait remarquer qu'ils agissent comme ça uniquement parce qu'ils se font un sang d'encre pour lui. Une fois No Wang parti, Baek se tourne vers Wang Ilbigal et demande pourquoi il n'a pas fait pareil. Il rappelle au plus jeune de ne plus l'appeler commandant, tandis que Wang Ilbigal demande s'il sera au moins autorisé à rester dans le corps. Baek sait que son temps au sein du corps de l'épée de fer est révolu. Il prédit qu'une réaffectation du très inflexible pavillon des ombres ne va pas tarder. Il demande à Wang Ilbigal d'être honnête. Ça ne serait pas plus simple pour tout le monde s'il disparaissait enfin? Baek commence à emballer ses maigres affaires, demandant si sa présence était tellement étouffante qu'ils en auraient des boutons. Il fait signe au plus jeune de partir, lui disant de la fermer et de se tirer avant que les choses ne deviennent plus sentimentales. Wang Ilbigal demande s'il a vraiment oublié son propre passé, lui rappelant à quel point il était légendaire autrefois. Il l'appelle « grand frère Baek », laissant tomber les formalités pour exprimer le profond respect qu'il ressent encore. Les mains de Baek se crispent sur son équipement. Il dit à Wang Ilbigal de lui épargner ce voyage de merde dans le passé. Wang Ilbigal est surpris par ses jurons, faisant remarquer que Baek ne parlait jamais comme ça avant. Baek se moque, disant qu'un tocard qui jure est aussi naturel qu'un chien effrayé qui aboie. Parce qu'il est impuissant maintenant, son langage a changé. Il lui dit de foutre le camp une dernière fois. Frustré, Wang Ilbigal accepte de partir vu que Baek fait son chieur. Un messager apparaît soudain à la porte, demandant si le capitaine est présent. Le jeune homme informe Wang Ilbigal que le commandant du corps a besoin de le voir de toute urgence. Wang Ilbigal soupire, sachant que le commandant ne l'appelle que lorsqu'il y a du sale boulot à faire. Il dit à Baek qu'il s'en va prêter allégeance. Baek ne se retourne pas, lui souhaitant simplement bonne route pendant qu'il continue de préparer son propre départ. Wang Ilbigal marche dans les couloirs silencieux de l'Alliance, se dirigeant vers le bureau du commandant. Il entre dans la pièce et annonce sa présence à l'homme qui l'y attend. Le commandant du corps de l'épée de fer, Xinjiang, regarde une carte, râlant d'emblée sur le fait que Baek Sochon est une sangsue tenace. Il se demande à voix haute pourquoi Baek ne quitte pas simplement l'Alliance de lui-même, avant de tourner son regard perçant vers Wang Ilbigal. Xinjiang demande si le capitaine croit vraiment à l'histoire ridicule de Baek concernant une embuscade. Wang Ilbigal nie rapidement, affirmant qu'il ne faisait que jouer le jeu à cause du sale caractère de Baek. Xinjiang approuve, traitant Baek de connard avec le pire tempérament de toute l'Alliance Murim. Le commandant arbore un sourire sombre et satisfait alors qu'il contemple son prochain coup contre son ancien rival. Il pointe un endroit sur la carte, la province du Zhejiang. C'est là que Baek est réaffecté, à la lointaine succursale de Minson. Xinjiang est content d'être enfin débarrassé de lui, certain de ne plus jamais avoir à revoir la gueule de Baek Sochon. Xinjiang, le regard froid, admet qu'il a tiré des ficelles spécialement pour Baek Sochon. Il veut qu'il pourrisse dans l'oubli et crève comme un fantôme de Cambrousse. Un gros plan révèle son absence totale de remords. Pour lui, c'est une victoire calculée sur un rival. Dehors, Baek Sochon entame son voyage loin de l'Alliance. La voix de quelqu'un le suit, s'excusant de ne pas l'accompagner car il ne pouvait pas abandonner leur famille. Baek s'arrête, le visage indéchiffrable mais semblant accepter son chemin solitaire. Le soleil brille intensément sur l'architecture massive de l'Alliance Murim alors que Baek s'éloigne, figure solitaire dans la vaste cour. La voix l'encourage à bien se reposer à la campagne. Un plan détaillé de mains qui se tordent. L'interlocuteur fait remarquer qu'il n'y aura pas de grande fête d'adieu pour un mec rétrogradé. C'est Wang Ilbigal, les mains jointes alors qu'il regarde son ancien supérieur partir. Il éclate d'un rire soudain et bruyant, essayant de masquer l'amertume du moment par une gaieté forcée. Il plaisante en disant que lui et les autres se chargeront des vers d'adieu eux-mêmes, épargnant à Baek la peine d'y assister. Baek passe les immenses portes principales de l'Alliance, quittant l'endroit qui était autrefois tout son univers. Ses pieds touchent la terre de la route principale, marquant le véritable début de son exil. Il marche à travers les forêts denses et tachetées de soleil de la province du Zhejiang, le poids de ses affaires pesant lourdement sur son dos. Un portrait de l'homme qui se tenait autrefois au sommet du monde martial, Baek Sochon, l'ancien maître suprême. La scène passe au pavillon de la sagesse céleste, le grand centre de renseignement et de stratégie de toute l'alliance martiale. À l'intérieur, des rapports de renseignement sont passés en revue, signalant des mouvements suspects entre l'Alliance du Ciel Noir et le culte du sang depuis les régions extérieures. Le parchemin détaille comment les 7 factions hétérodoxes et les 7 familles démoniaques réorganisent actuellement leurs forces. Une carte tactique est couverte de marqueurs. Les stratèges craignent que ce ne soient les premiers signes de danger en 3 ans, et la menace de guerre s'intensifie.
Une main se pose fermement sur la carte. Un subordonné interpelle l'homme en charge, l'appelant grand stratège. Le grand stratège, concentré sur le chaos qui se prépare, donne un ordre sec d'entrée. Sima Il-jin entre dans la pièce, l'air grave alors qu'il s'approche du commandant du pavillon. Sima Il-jin s'incline respectueusement et rapporte que Baek Sochon a officiellement fait ses bagages et est parti pour la succursale de Minson dans la province du Zhejiang. Depuis l'autre bout du bureau couvert de cartes, le grand stratège prend acte de la nouvelle, mais Sima Il-jin exprime sa frustration, incapable de saisir la logique derrière cette décision. Sima Il-jin lève les yeux, le visage plein d'une confusion sincère et d'inquiétude sur la raison pour laquelle les choses devaient en arriver là pour un homme comme Baek. Le grand stratège reste silencieux, ses yeux perçants fixés sur la carte comme s'il cherchait le sens caché du départ de Baek. Sima Il-jin repense à ses premiers jours dans l'Alliance en tant que stratège pour le pavillon. À l'époque, Baek Sochon était tout au sommet, dirigeant le pavillon secret. Il n'était pas seulement fort, c'était une idole, quelqu'un que les gens admiraient avec une véritable révérence. Personne ne pouvait comprendre à quelle vitesse il avait chuté de son piédestal. C'était comme s'il avait marché tout droit vers sa propre ruine, atteignant le fond du trou. Le voir partir dans un état aussi pitoyable semblait injuste à tous ceux qui regardaient. Zhe Galien, le grand stratège, note qu'il n'est jamais facile de vraiment comprendre une personne. Il demande au bleu s'il a déjà l'autorisation d'entrer dans le centre de commandement tactique. Sima Il-jin admet que son autorisation ne sera valide que dans un mois, mais Zhe Galien lui dit de le suivre. Il va utiliser sa propre autorité pour accélérer les choses dès maintenant. L'ascenseur mécanique commence sa descente. Il s'enfonce profondément sous le pavillon de la sagesse céleste. Zhe Galien fait remarquer que même si ça ressemble à un simple couloir, c'est beaucoup plus dangereux. Le chemin est truffé de suffisamment de pièges et de sentinelles cachées pour arrêter n'importe qui, à l'exception du chef de l'Alliance. Ils arrivent au centre de commandement tactique secret de l'Alliance martiale. C'est le cerveau de toute l'opération, là où la véritable formation d'un stratège commence. Les rumeurs disent que cette pièce renferme un secret que seuls quelques privilégiés sont autorisés à voir. Sima Il-jin aperçoit le truc et est instantanément scotché. Zhe Galien donne un avertissement sévère. Un seul mot de tout ça à qui que ce soit, et il se fera décapiter. Terrifié, le bleu jure de ne même pas en parler dans son sommeil. Devant eux se dresse le registre de classement du Murim, des archives massives recensant chaque maître. Le rang numéro 1 est actuellement détenu par Akasogun, le chef de leur alliance. Le rang numéro 2 est Yom Washin, qui dirige l'Alliance du Ciel Noir. La liste répertorie chaque combattant notable jusqu'au 100e rang. Le grand livre de classement martial est réel, et il évalue les maîtres les plus forts des plaines centrales. Zhe Galien lui demande s'il sait qui se tenait autrefois tout en haut de ce classement. Les yeux de Sima Il-jin s'agrandissent alors qu'il fait le rapprochement. Baek Sochon. Ce nom semble impossible maintenant. Zhe Galien le confirme. Avant sa blessure invalidante, il a occupé le premier rang absolu pendant des années. Dans la fleur de l'âge, il était même placé plus haut que leur actuel chef d'alliance. Même s'il a perdu toute son énergie, son nom se trouve tout en bas maintenant par pur respect. Les anciens titres lui ont été retirés. De chef d'escouade du corps de l'épée de fer. Jusqu'à simple recrue de bas étage. Baek Sochon est maintenant officiellement juste un artiste martial de bas rang dans une province paumée. Alors qu'il part, un messager l'interpelle, lui demandant de s'arrêter un instant. Il apporte de nouveaux ordres directement du chef de l'Alliance. Baek a l'air de s'émerder, se demandant s'il reste encore quelque chose à lui prendre. Le messager hésite, le poids de l'ordre le dérangeant clairement. L'ordre est de récupérer l'épée de l'ombre fantôme qui lui avait été décernée autrefois. Baek serre la poignée de la lame une dernière fois. Le messager le supplie de simplement la rendre et de suivre les ordres à la lettre. Il jette l'épée légendaire de côté et dit au messager de foutre le camp. Le messager balafré tombe à genoux, la voix brisée en suppliant pour sa coopération. Il implore Baek Sochon de ne pas provoquer davantage le chef de l'Alliance, lui rappelant que de nombreuses vies sont en jeu. Il révèle que des années plus tôt, quand Baek était encore le maître du pavillon, c'est lui qui lui avait sauvé la vie sur le champ de bataille. Il offre sa propre vie si cela permet d'épargner celle de Baek, mais le supplie de ne pas les renvoyer les mains vides. D'un mouvement vif et soudain, l'affaire est réglée tandis que Baek tourne définitivement le dos à l'Alliance. Quelques jours plus tard, la scène se déplace loin de là, vers la succursale de Minson dans la province du Zhejiang. Le domaine de la famille Yangchu, autrefois un lieu de prestige, se dresse maintenant dans un silence de mort. À l'intérieur, les conséquences d'un massacre brutal sont découvertes, avec 13 cadavres laissés dans le sillage de la violence. Le directeur de la succursale Lim fixe le carnage,
incapable de concevoir le niveau de cruauté qu'il a fallu pour massacrer toute une famille. Il a du mal à croire qu'un héros aussi renommé que Yang Chu ait pu être abattu aussi facilement et impitoyablement. Le chef d'escouade Bin se précipite vers le directeur, mais les nouvelles qu'il apporte sont tout aussi lugubres. Aucun témoin ne s'est manifesté, et vu l'ampleur du massacre, Bin doute que quiconque n'ose le faire. Lim soupire, ordonnant que les corps soient déplacés pour un examen médical approprié pendant qu'il continue l'enquête. Bin se penche pour chuchoter que le maître de Salwang attend une réunion au pavillon des 100 fleurs dans quelques jours. Lim est incrédule que Bin ait accepté aveuglément une convocation sans connaître les véritables intentions du chef de gang. Le directeur se pince l'arête du nez, évacuant sa frustration quant à leur manque de pouvoir réel. L'homme derrière la convocation est le maître de Salwang Gong, le chef impitoyable du gang du Feu Divin. Sa faction s'est étendue à un rythme alarmant depuis la fin de la Grande Guerre. Après avoir écrasé le meilleur clan d'épéistes de la région, ils ont affiché leur domination absolue sur toute la province. Wang Gong supervise les territoires du Sud avec une autorité terrifiante, régnant sur des villes comme Minson. Lim c'est qu'un simple directeur de succursale, comme lui n'a aucun moyen de refuser un mec qui se prend pour un roi absolu. Il dit à Bin de faire plus attention la prochaine fois, alors qu'ils terminent leur travail pour la journée. Sur le chemin du retour, Lim se souvient qu'une nouvelle recrue est censée rejoindre leur succursale aujourd'hui. Les yeux de Bin s'illuminent à cette nouvelle, car cela fait des années qu'ils n'ont pas vu de sang neuf dans leur rang. Lim lui dit de se calmer, devinant que la recrue s'est sûrement mis quelqu'un à dos pour être exilé ici. Bin plaisante en disant qu'il traitera le nouveau venu comme une demoiselle délicate, excité à l'idée d'avoir de l'aide supplémentaire. Ils arrivent à la succursale de l'Alliance martiale de Minson alors que le soleil commence à se coucher. Une main se tend pour faire coulisser la porte. Bin est surpris de voir que la nouvelle recrue a déjà fait comme chez elle à l'intérieur. Un jeune homme aux longs cheveux argentés est assis à les attendre. Baek Sochon se présente calmement, ne portant qu'un petit sac sur l'épaule. Il remet son ordre de réaffectation officiel, qui confirme sa rétrogradation en tant qu'artiste martial de Baran. Lim parcourt le document, la mâchoire décrochée en lisant les détails. Il n'arrive pas à croire qu'un ancien chef d'escouade du prestigieux corps de l'épée de fer se tienne dans son bureau. Bin est encore plus choqué, hurlant que la paperasse indique que ce type a 38 ans. Le jeune officier se demande si Baek a maîtrisé un art légendaire qui stoppe le processus de vieillissement. Lim est plus préoccupé par la façon dont une élite de son calibre a fini exilée dans une succursale au milieu de nulle part. Baek balaie la question d'un haussement d'épaule, disant qu'il n'a probablement pas assez travaillé dans son ancienne vie. Lim plisse les yeux, demandant si Baek dit ça juste pour se foutre de la gueule de leur modeste poste. Baek lui retourne la question, demandant comment le directeur de la succursale en personne a fini échoué ici. Lim admet qu'il a bossé comme un chien pour finir exilé, ce à quoi Baek répond carrément qu'il manquait probablement juste de compétences. Au lieu de se mettre en rogne, Lim se met à rire, trouvant la pure audace de l'ancien chef d'escouade fascinante. Le directeur de succursale Lim reste sans voix, trouvant le comportement décontracté et désinvolte de Baek Sochon étrangement impossible à détester. Lim fait une pause, décidant de poser une dernière question sérieuse avant de conclure. Il regarde Baek dans les yeux, lui demandant où en est son niveau martial actuel. Baek regarde par la fenêtre, admettant qu'il était un combattant assez redoutable dans son ancienne vie. Mais interrogé sur le présent, Baek se qualifie sans détour de complètement pathétique. Il invente une histoire à dormir debout sur le fait d'avoir chevauché un veau d'or et affronté le chef de l'Alliance du Ciel Noir à son apogée. Lim sourit, soulagé de voir qu'il n'y a de toute façon pas grand besoin de se battre dans ce coin tranquille de la province. Baek acquiesce, soulevant son sac pour se préparer à s'installer. Le chef d'escouade Bin le conduit vers un modeste quartier d'habitation qui, malgré son aspect minable, reçoit beaucoup de soleil. En marchant, Bin souligne maladroitement que même si Baek a 12 ans de plus et est techniquement un aîné, il doit quand même agir en tant que supérieur de Baek puisqu'il a un grade plus élevé dans cette succursale spécifique. Baek lui dit de faire comme il le sent, ne montrant aucun intérêt pour la politique interne ou les grades. Bin est soulagé, mais la curiosité l'emporte et il demande ce qui a exactement conduit à la rétrogradation de Baek. Baek déclare simplement qu'il a réduit son ancien supérieur en bouillie. Bin se fige sous le choc, la lune brille en haut dans le ciel alors que le poids des mots de Baek s'enfonce en lui. Baek rigole, suggérant que dans une toute petite succursale comme celle-ci, ils devraient tous se traiter comme une famille. Bin se force à rire avec lui, mais il remarque alors quelque chose de très inhabituel. Il fait remarquer que Baek ne porte même pas d'épée sur lui. Baek s'arrête net, demandant pourquoi on supposerait naturellement qu'il en porte une. Bin se demande si Baek pratique un autre type d'art martial à la place.
Baek lâche un « non » ferme, son expression devenant sérieuse pour la première fois. Il déclare qu'il n'a absolument aucune intention d'utiliser à nouveau les arts martiaux un jour. Il remercie Bin de lui avoir montré le chemin et rentre dans sa nouvelle demeure. Pendant ce temps, au siège de l'Alliance, la légendaire épée de l'ombre fantôme est présentée sur une étoffe de soie. Le chef de l'Alliance est surpris que Baek l'ait rendue et demande quelles ont été les dernières paroles de l'étoile déchue. Le messager hésite, demandant si son supérieur veut vraiment entendre les derniers mots de l'ancien maître. Le grand stratège Jegal Yin ne s'y pas, lui ordonnant de parler et de ne rien omettre. Il raconte comment Baek Sochon n'est pas seulement parti en silence. Ses mouvements étaient aussi tranchants que jamais. Il avait saisi l'épée qu'il était censé rendre une toute dernière fois. Puis il a balancé en arrière, qualifiant l'alliance de mesquine et jurant de ne plus jamais toucher une lame. Le messager s'est retrouvé à lutter pour attraper l'arme tandis que Baek s'éloignait simplement au loin. Terminant son rapport, l'homme s'incline profondément, encore secoué par la rencontre. Jegal Yin et son collègue fixent la lame jetée, le silence dans la pièce devenant pesant. Il demande si le messager a vraiment l'intention de transmettre une insulte aussi brutale au chef de l'Alliance. Jegal Yin sait que ces mots étaient destinés à l'homme tout en haut, pas à un vulgaire messager. Il se demande ce qui s'est réellement passé entre Baek Sochon et le chef pour causer une telle rupture. Au loin, le vent de la nuit souffle à travers les arbres alors que la scène change. Baek Sochon se tient sous la lune, regardant vers l'horizon avec une expression calme. Il est seul maintenant, se dirigeant vers une nouvelle vie dans les bas-fonds sans son statut ni son épée. Dans une autre partie de la province, une immense lanterne illumine un luxueux manoir. Le directeur de succursale Lim est guidé à travers le bâtiment, se demandant pourquoi il a été convoqué pour une réunion VIP si tard. Il connaît le mec qu'il va rencontrer, quelqu'un qui pense que l'alcool et les femmes peuvent résoudre n'importe quel problème. Ça lui rappelle l'époque où il a été nommé à ce poste pour la première fois et a vu la corruption de ses propres yeux. Lim pousse un lourd soupir, se préparant à un autre round de discussion condescendante. Son esprit vagabonde vers une enquête qu'il menait récemment sur les victimes locales. Il avait rendu visite à Jiojin, le chef d'un manoir voisin et un ami proche de l'homme qui avait été assassiné. Jiojin gardait la tête baissée, affirmant ne rien savoir d'inhabituel sur la victime. Mais Lim voyait bien que l'homme mentait, cachant ses véritables pensées derrière un mur de silence. Pour le tester, Lim a mentionné avoir vu le chef de clan corrompu Wang Gong près du manoir. Le vieil homme a failli bondir hors de sa peau à la simple mention de ce nom. Lim l'a observé attentivement, confirmant que la peur du gang du feu divin était absolue. Il était évident que Jiojin avait été menacé bien avant que le représentant de l'Alliance ne se pointe. Il se demandait si Wang Gong était celui qui avait en fait orchestré toute cette rancœur à la base. Mais il essayait d'en douter, espérant qu'une faction orthodoxe ne s'abaisserait pas à un tel comportement de voyou flagrant. Les portes coulissent, et Lim est introduit dans la salle de banquet par les hôtesses. Le chef de clan Wang Gong l'accueille avec un festin monstre et un faux rire tonitruant. La pièce est remplie de luxe, une tentative évidente d'étaler la richesse du gang. Wang Gong joue le rôle de l'hôte amical, demandant si la récente enquête de Lim a porté ses fruits. Lim fait court, admettant que sa recherche d'indices sur Feu le guerrier Yang n'a rien donné. Depuis un coin, Euxu observe l'échange avec un sourire effrayant de prédateur. Lim capte son regard et reste sur ses gardes, sachant exactement à quel genre de monstre il a affaire. Il pense aux rumeurs entourant ce gang, des histoires d'agression, d'extorsion et de gens qui disparaissent tout simplement. Il regarde son thé, la main ferme même s'il est encerclé par des ennemis. Dans le reflet, il voit un homme qui a passé trop de temps à faire semblant de ne pas voir le mal autour de lui. Il prend une longue gorgée, le poids de ses propres choix en tant que directeur de succursale s'imposant à lui. Wang Gong se penche, laissant enfin tomber les amabilités pour dire qu'ils ont un truc sérieux à discuter. Il annonce que le gang du feu divin se lance dans un nouveau projet, et Lim ne peut que lui adresser des félicitations creuses. Wang Gong avale un verre, l'air suffisant et maître de la situation. Il révèle son plan. Le gang du feu divin se lance officiellement dans le commerce de la ferronnerie. Le directeur de succursale Lim transpire à grosses gouttes tandis que Wang Gong reconnaît les inévitables rumeurs qui accompagnent une nouvelle affaire. Il balance une boîte sur la table, disant à Lim d'ignorer tout simplement les commérages douteux et de laisser couler. Wang Gong ouvre le couvercle, et les yeux de Lim s'écarquillent face au contenu. C'est une renouée centenaire, un trésor qui vaut plus que ce que Lim ne pourra jamais gagner. Lim est stupéfait par l'herbe rare, sachant qu'elle pourrait accorder à un artiste martial l'équivalent de 10 ans d'énergie interne. Il essaie immédiatement de refuser le cadeau, mais Wang Gong se contente de sourire comme s'il s'attendait exactement à cette réaction. Le chef de gang mentionne le fils de Lim,
demandant si le gamin apprend les arts martiaux en ce moment. C'est une menace à peine voilée déguisée en cadeau, alors que Wang Gong lui dit de ne pas rejeter sa sincérité. De retour à la succursale de l'Alliance, Baek Sochon est déjà au boulot, épluchant des piles de vieux dossiers. Le chef d'escouade Bin l'observe depuis le pas de la porte, impressionné par l'efficacité du nouveau bleu malgré son air sévère. Bin est simplement heureux d'avoir enfin de l'aide compétente au bureau, après tant d'années. Baek pointe du doigt une série de plaintes pour harcèlement contre la faction Tajong, toutes déposées par la même personne. Bin suggère une approche bureaucratique, voulant expédier les plaintes à une division supérieure du Zhejiang. Mais Baek qualifie tout le processus de perte de temps, disant qu'ils devraient s'occuper des voyous eux-mêmes avec les hommes qu'ils ont. Bin le prévient que le boss de Tajong est un véritable artiste martial et qu'il est bien trop dangereux pour s'y frotter. Baek lui demande de but en blanc s'il accepte des pots de vin du syndicat, ce qui plonge Bin dans une rage défensive. Bin explique que la rumeur dit que la faction est soutenue par l'énorme gang du Feu Divin. Le gang est la première puissance de la province, et leur influence est si vaste que personne n'ose les contrarier. Il mentionne même que le dernier manager a été viré juste pour s'être mis à dos ces gars-là. Baek suggère nonchalamment que s'ils sont si effrayés, prendre un pot de vin pourrait être la meilleure chose à faire. Bin est complètement pris au dépourvu par la suggestion, n'arrivant pas à croire ce qu'il entend de la part d'un autre guerrier. Baek explique que pour des guerriers de l'Alliance, être corrompu donne une meilleure image que d'admettre qu'ils ont juste trop peur d'agir. Il regarde Bin avec un regard froid et accusateur, demandant si le chef d'escouade est d'accord avec cette logique. Les mots font mal, et Bin crie que toute cette situation lui fout grave les boules. Plus tard dans la soirée, Bin rumine encore la conversation tout en parlant au directeur de succursale Lim. Lim essaie de le réconforter, pensant que Bin est juste intimidé parce qu'à la base, il voulait rejoindre le corps de l'épée de fer. Mais Bin sait que c'est plus qu'une simple intimidation par rapport à sa carrière. Il serre les poings, réalisant que les mots durs de Baek ont fait mouche. Il n'arrive pas à se sortir ce regard glacial de la tête, peu importe ses efforts. Le visage de Baek le hante, lui rappelant que choisir le silence revient à choisir la corruption. Ce n'était pas la peur qui le rendait silencieux au bureau, c'était le poids écrasant de sa propre honte. Il a carrément pensé qu'être un artiste martial pourri pourrait être mieux que de faire face à la réalité de sa propre lâcheté. Déterminé à faire ses preuves, Bin demande s'il devrait juste anéantir la faction Tajong tout de suite. Lim lui dit simplement d'arrêter de dire des conneries, lui rappelant qu'il ne fait pas le poids face à leur boss. Abattu, Bin se rassoit, forcé d'accepter qu'il est vraiment plus faible qu'un chef de voyou local. Lim lui dit de rentrer chez lui et de se reposer pour être prêt pour la patrouille de demain. Bin quitte la pièce, la tête basse alors qu'il sort dans le couloir. Seul dans le bureau, Lim retourne à sa paperasse, mais sa concentration a disparu depuis longtemps. Il se masse les tempes de frustration, s'avouant à lui-même qu'il est tout autant un lâche que Bin. Le lendemain matin, le marché grouille de vie alors que la ville vaque à ses occupations quotidiennes. Le chef d'escouade Bin marche aux côtés de Baek Sochon, jetant des regards furtifs au bleu silencieux, une sueur nerveuse perlant sur son front. La tension retombe quand Baek demande enfin si Bin a quelque chose sur le cœur après leur discussion. Le chef d'escouade nie, puis Bin tente d'arrondir les angles en invitant l'homme aux cheveux d'argent à boire un coup une fois leur patrouille terminée. Il fait remarquer que pour une ancienne élite du corps de l'épée de fer, une simple patrouille dans ce bled paumé doit ressembler à une blague. Leur conversation est interrompue lorsqu'ils atteignent un coin du marché où un groupe de voyous a encerclé l'étal d'un marchand. Un vieux vendeur, couvert de bleu et en sang, crie avec défi qu'il n'arrêtera jamais de porter plainte contre leurs extorsions. Baek reconnaît l'homme immédiatement, l'identifiant comme le citoyen tenace qui a déposé les rapports qu'ils ont examinés plus tôt. Au lieu de sauter dans la mêlée, Baek demande l'air de rien à Bin s'il devrait plutôt aller boire ce verre maintenant, testant le chef d'escouade. Bin ne répond pas, son regard se durcissant alors qu'il observe l'injustice se dérouler juste sous ses yeux. Les racailles se marrent, faisant pleuvoir les coups sur le vieil homme et se moquant de lui pour avoir pensé que l'Alliance viendrait un jour à son secours. Poussé par un tout nouveau sens du devoir, Bin s'avance et déclare bruyamment que les voyous sont en état d'arrestation pour agression et extorsion. Il exige qu'ils lâchent leurs armes immédiatement, sa voix portant une autorité qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Les voyous se retournent, et un homme balafré parmi eux ricane, reconnaissant le chef d'équipe Bin et se moquant de son apparition soudaine. Il demande si Bin fait le dur maintenant juste parce qu'il s'est fait passer un savon par ses supérieurs au bureau. Les yeux de Bin se plissent de fureur alors qu'il réalise le peu de respect que ces criminels ont pour les représentants de l'Alliance. Le voyou continue ses provocations, disant à Bin de ne pas passer ses frustrations personnelles sur eux juste parce qu'il passe une mauvaise journée. D'un mouvement soudain et violent, un point jaillit, percutant le visage de la racaille arrogante et déformant ses traits. À la surprise générale,
Bin lui ferme sa grande gueule avec un poing dur comme de l'acier. Les autres membres du gang se fichent de stupeur, tandis que Baek observe de loin, curieux de voir comment son supérieur gère la situation. Enragés par la résistance, les voyous tirent leurs lames et chargent Bin tous en même temps, abandonnant toute idée de combat loyal. La main de Bin tombe sur la poignée de son épée, ses muscles se contractant alors qu'il se prépare à leur montrer les compétences d'un vrai guerrier. Dans un éclair d'acier, il dégaine sa lame et délivre une série de frappes précises qui envoient les attaquants valdinguer en arrière. Baek observe la mêlée chaotique d'un œil critique, notant que malgré leur nombre, les voyous manquent d'entraînement formel. Bin se meut dans la foule comme un tourbillon, sa robe vert foncé virevoltant alors qu'il part chaque coup maladroit. Il ne se retient pas, infligeant une coupure profonde sur le bras d'un attaquant et prouvant que son autorité n'est pas que pour la frime. Alors que le voyou s'effondre dans un tas de cris, Bin reste ferme, l'air du marché empestant le sang. Il hurle une question aux criminels restants, exigeant de savoir comment ils osent lever les armes contre l'Alliance. Il leur ordonne de se désarmer sur le champ, prévenant que quiconque continuera à résister devra lui répondre personnellement. Sentant une ouverture, un mec trapu aux cheveux bruns, le boss, surgit des ombres pour frapper Bin par derrière. Bin sent l'intention meurtrière à la dernière seconde, ses yeux s'écarquillant alors qu'il réalise qu'une attaque sournoise arrive. La frappe lourde du chef de gang s'écrase sur le sol, ratant de peu Bin mais soulevant un énorme nuage de poussière. Le boss des voyous ricane, se moquant de Bin qui prend la grosse tête juste pour avoir réussi à battre quelques larbins de bas étage. Les yeux de Tajong brillent de malice alors qu'il se prépare à achever le chef d'escouade qui a osé perturber son business. Mais Bin a été plus rapide, plongeant sa lame droite dans l'épaule du meneur. Bin est poussé à la limite de sa rage, tandis que les voyous gisent sur le sol, gémissant d'agonie. Ses yeux flamboient de fureur, alors qu'il échappe de justesse à la mort suite à une attaque sournoise dans son dos. Une lumière froide clignote dans les yeux de Bin, alors que les tactiques déshonorantes des racailles poussent sa colère au-delà du point de rupture. Bin pointe sa lame droite sur la gorge du chef et hurle « Je vais te tuer ». Juste au moment où la lame est sur le point de s'abattre, Baek entre en mouvement dans un éclair et attrape le poignet de Bin, l'empêchant de prendre la vie du criminel. La lourde épée s'arrête à quelques centimètres du cou du chef, maintenu immobile par la poigne de Baek qui semble ne demander aucun effort. Baek fixe Bin d'une expression froide et détachée, disant au chef d'escouade de ne pas se méprendre sur ses actions. Il précise bien qu'il n'intervient pas pour sauver la vie du voyou, mais pour des raisons qui lui sont propres. Baek souligne la froide réalité. L'enfoiré a essayé de poignarder Bin dans le dos, et par conséquent, Bin a le droit absolu de décider du sort du criminel. Mais Baek ajoute « Bin croit-il vraiment que la pitié peut ramener un homme comme ça sur le droit chemin ? Il ne reviendra que pour se venger », rétorque immédiatement Bin. Au sol, le voyou terrifié et ensanglanté balbutie pitoyablement qu'il ne ferait jamais une telle chose. La main de Baek commence à se relâcher, et il livre une évaluation finale, d'un froid de canard. Il observe que, à en juger par les yeux de Bin, ce serait le tout premier meurtre du chef d'escouade. Baek s'écarte complètement, disant à Bin qu'il doit mettre ses émotions de côté et laisser son esprit rationnel prendre la décision finale. Bin dévisage l'homme prostré, le visage trempé de sueur alors qu'il halète fortement, le poids d'une vie humaine pesant lourdement sur sa conscience. Finalement, Bin abaisse son arme et recule, décidant que la leçon qu'ils ont donnée aujourd'hui est suffisante pour le moment. Prenant les commandes de la situation, Baek tourne son regard glacial vers les voyous restants et lance un compte à rebours, leur ordonnant de lâcher leurs armes et de s'agenouiller. À proximité, les habitants du marché commencent à se rassembler et à murmurer, stupéfaits de voir l'alliance Murim prendre réellement la défense d'un roturier comme le vieux Go. Baek demande à Bin s'il est préparé aux conséquences, notant que les choses vont forcément devenir bruyantes et compliquées maintenant qu'ils se sont mis à dos le gang local. Bin ne peut s'empêcher de ressentir une étincelle d'agacement, se disant que si Baek a provoqué la situation, c'est lui qui a dû se taper tout le sale boulot. Malgré sa frustration, une goutte de sueur perle sur le visage de Bin alors qu'il s'inquiète des représailles inévitables de la faction Tajong. Ses pensées anxieuses sont interrompues lorsqu'une voix lasse et cassée l'interpelle, s'adressant à lui simplement en tant que jeune homme. Bin sent un poids soudain sur son bras alors que le vieux vendeur tend une main tremblante pour se stabiliser. Se retournant vivement, Bin regarde le vieil homme avec une inquiétude sincère, lui demandant s'il a été gravement blessé dans l'échauffourée. Des larmes montent aux yeux du vieux Go alors qu'il remercie chaleureusement le chef d'escouade d'être la première personne depuis longtemps à les aider réellement. Les yeux de Bin s'écarquillent de surprise alors que la gratitude simple et sincère du roturier le frappe plus fort qu'aucun coup d'un voyou. Regardant autour de lui, il voit les visages des habitants s'illuminer d'un bonheur et d'un soulagement sincère, un spectacle qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ressentant un mélange de honte et de fierté, Bin baisse humblement la tête,
disant à l'ancien que de tels remerciements sont totalement inutiles. Il prend doucement les mains burinées du vieil homme dans les siennes, la connexion physique comblant le fossé entre l'Alliance et les gens qu'il protège. Avec un sourire doux et sincère, Bean admet que c'est lui qui devrait s'excuser d'avoir mis autant de temps à remplir son devoir. La foule environnante commence à applaudir, et un homme s'avance pour promettre qu'ils témoigneront tous en tant que témoins des crimes du gang. Tandis que Bean partage un moment avec les habitants, Baek se tient au-dessus du voyou blessé, faisant remarquer avec un détachement glacial que ce doit être la première fois qu'il se fait poignarder. Baek regarde le criminel pleurnichet alors que le soleil se couche sur la ville, lui demandant ce que ça fait de ressentir enfin la douleur qu'il a si négligemment infligée aux autres. Baek enfonce ses doigts dans la poitrine du voyou, ignorant les hurlements d'agonie du type. Il lui dit de se souvenir de cette douleur exacte avant même de penser à dégainer une lame à nouveau. Il donne un dernier avertissement glacial. Le type peut se faire poignarder tout aussi facilement à n'importe quel moment. La foule qui regarde depuis les côtés reste silencieuse, sous le choc. Sur ce, Baek se retourne simplement et commence à s'éloigner. Bean le rattrape et lui demande s'il a des regrets sur ce qui vient de se passer. Il n'attend pas de réponse, déclarant fièrement qu'il ne regrette absolument rien du tout. Baek ne dit pas grand-chose, laissant juste échapper un petit sourire. Il regarde Bean et lui dit qu'il ressemble enfin à un vrai guerrier de l'Alliance. Le compliment prend Bean au dépourvu, et il sent soudain un poids énorme s'envoler de ses épaules. Baek continue d'avancer, lui disant qu'ils devront garder les verres pour plus tard, une fois le travail terminé. Il prévient le gamin qu'il va être débordé à partir de maintenant et se dirige vers la ville. De retour à la succursale de Minson, la paix a déjà disparu alors que quelqu'un commence à gueuler à l'intérieur. Baek est déjà là, examinant des papiers avec son expression calme habituelle. À l'intérieur du bureau, le directeur de succursale Lim tape du poing sur son bureau, hurlant sur Bean pour avoir foutu un tel bordel. Bean tient bon tandis que son boss exige de savoir pourquoi il a arrêté la faction Tajong tout entière. Lim se masse les tempes de frustration, demandant si c'est Baek qui l'a poussé à faire ça. Bean serre les poings, mais il ne vacille pas. Il repense aux mots de Baek sur le fait qu'il agit enfin comme un vrai guerrier. Il garde la mâchoire serrée, refusant de se laisser intimider par les cris. Il dit à Lim que c'était son propre choix d'intervenir et de stopper leur tyrannie. Lim est choqué. Il n'a jamais vu ce genre de flamme dans les yeux de Bean auparavant. Il n'arrive pas à croire que Baek ait réussi à transformer complètement le gamin en quelques jours à peine. Bean en remet une couche, déclarant son intention de transférer tous les prisonniers à la division d'acier. Lim le prévient que la division d'acier va juste les relâcher et lui coller une mesure disciplinaire. Bean s'en fout, soutenant que si le système est assez pourri pour le punir d'avoir attrapé des criminels, alors tant pis. Il dit à son supérieur qu'il acceptera n'importe quelle punition tant qu'il pourra faire tomber le boss de la faction. Lim craque, attrapant Bean par le col et lui hurlant que les idéaux ne valent que dalle dans le monde réel. Il lui dit de se réveiller et d'arrêter d'être aussi imprudent. Il exige de savoir qui va gérer les retombées si Bean se fait tuer. Lim l'avertit qu'il ne risque pas seulement son job. Ces gens le tueront sans laisser de traces. Il dit à Bean d'arrêter de gâcher sa vie dans une bravade stupide. Lim finit par lâcher prise et lui dit de ne pas bouger pendant qu'il essaie de régler ça avec le chef de clan Wang. Mais alors qu'il ouvre la porte pour sortir, il s'arrête net. L'antichambre est complètement bondée de citadins qui sont enfin prêts à témoigner. Lim regarde, incrédule, voyant Baek au milieu de tout ça, déjà en train d'organiser la foule. Baek dit aux victimes de mettre par écrit tout ce que ces connards leur ont fait. Lim les regarde, complètement sans voix devant la tournure des événements. Sans dire un mot, il se retourne et sort dans la cour. Bean lâche enfin un long soupir de soulagement, tremblant une fois la porte fermée. Il réalise que Baek n'est pas venu l'aider avec le boss parce qu'il était déjà là, à faire le boulot. Le vieux marchand s'incline avec gratitude devant Bean, ayant enfin l'impression que quelqu'un est vraiment de leur côté. Bean essaie de garder son sérieux alors que la pression dans la pièce commence à grimper. Une main claque sur le bureau, et une voix exige de savoir si le directeur de la succursale est là. L'estomac de Bean se noue quand il voit la tête du mec qui vient de faire irruption. C'est Tajong, le boss de la faction Tajong, et il a l'air de chercher la merde. Bean se dit qu'il doit garder son sang-froid et ne pas laisser ses racailles voir qu'il transpire. Il tient bon, informant le boss que le directeur de la succursale est sorti pour le moment. Tajong scrute la pièce, demandant d'un ton moqueur ce que tout le monde est si occupé à écrire. Il repère Baek en train d'aider les locaux à consigner chaque cas d'agression et d'extorsion. Tajong s'approche d'eux, demandant à qui l'argent de ces gars aurait prétendument été volé. Les marchands peuvent à peine le regarder, tremblant sur leur chaise. Baek reste parfaitement immobile, le regard froid alors qu'il observe la scène se dérouler. Un ancien finit par craquer,
criant que chaque centime est allé dans la poche du boss, même l'argent des médicaments pour un gamin malade. Tajong ne hurle pas, il se penche juste et mentionne la fille de l'homme qui vit dans le Shaanxi. La menace fait mouche, et l'ancien est soudainement paralysé par la peur pour sa famille. Le boss ajoute qu'il ne faudrait pas beaucoup de temps à ses hommes pour aller lui rendre une petite visite. Il lâche un rire, agissant comme si le vieil homme avait simplement mal compris à quoi servent les frais de protection. Bin en a assez vu et demande s'ils sont devenus invisibles pour ces ordures maintenant. Tajong ricane, disant à tout le monde de simplement rentrer chez soi avant que ce malentendu ne s'aggrave. Le boss hurle sur les marchands, leur disant à tous de fermer leur gueule et de retourner à leurs petits étals. Baek observe Bin attentivement, attendant de voir si le gamin a les tripes de s'imposer à nouveau. Bin croise son regard et réalise que Baek lui laisse le choix total de la situation. Il se souvient à quel point c'était dingue la dernière fois qu'il s'est vraiment levé et a procédé à une arrestation. Il décide que s'il a déjà perdu la tête, autant aller jusqu'au bout. Il hurle à tout le monde de rester là et de finir leur témoignage contre la faction. Les citadins lèvent les yeux, pris entre le choc et une infime lueur d'espoir. Un voyou pointe Bin du doigt et dit à son boss que c'est lui qui a capturé leur subordonné plus tôt. Baek affiche un léger sourire satisfait sur le côté. Tajong s'avance, se marrant devant l'audace pure d'un guerrier de bas étage qui essaie de jouer les héros. Il s'arrête pile devant Bin et lui dit de relâcher ses hommes immédiatement. Bin prend une inspiration, ressentant un étrange sentiment de calme maintenant que sa décision est prise. Il regarde le boss dans les yeux et l'arrête officiellement pour intimidation de témoins. Le bureau tout entier devient silencieux alors que Tajong le dévisage avec une incrédulité totale. Un des voyous se met à rire, convaincu que le gamin a définitivement pété un câble. L'expression de Tajong devient meurtrière alors que sa main descend vers la poignée de son épée. Il demande à Bin s'il est vraiment si pressé de mourir aujourd'hui. Sa poigne se resserre sur la poignée, prêt à dégainer. Bin sait que le boss est beaucoup plus fort que lui, mais il ne recule pas. C'est là que Baek prend la parole, lançant un avertissement plat. « Sors cette épée, et tu crèves ». Il explique la loi. Dégainer une lame dans un bâtiment de l'Alliance après un avertissement est une condamnation à mort légale. Il ajoute que la règle est strictement appliquée, sans absolument aucune exception. Baek regarde Bin avec un sourire en coin et lui demande s'il est d'accord avec cette analyse. Baek Sochon dicte la loi. Sort une épée dans le bâtiment de l'Alliance, et les gardes sont légalement autorisés à te buter. Il feuillette sa paperasse, notant que cette règle est strictement appliquée avec zéro exception. Il lève les yeux avec un léger sourire narquois et demande au chef d'escouade Bin s'il a raison. Bin est pris de court. Baek a été silencieux tout ce temps, alors il se demande pourquoi ce changement soudain. Le gamin bafouille un oui tandis que la petite frappe locale, Tajong, se moque d'eux pour être complètement largué. Tajong dégaine sa lame avec un rictus, défiant le nouveau venu de faire quelque chose à ce sujet. Baek hurle immédiatement que c'est une attaque surprise et ordonne à tout le monde de protéger les témoins. Il n'hésite pas, il est déjà dans les airs, se propulsant par-dessus une chaise. Un coup de pied lourd s'abat comme un marteau. Baek atterrit avec un regard froid et vide dans les yeux. Tajong encaisse le coup de plein fouet, le sang giclant alors qu'il est projeté au sol. L'impact soulève un énorme nuage de poussière alors que le parquet vole en éclats. Baek se tient droit dans le silence qui suit, la menace neutralisée en un seul mouvement. Bin se précipite, complètement abasourdi par la vitesse à laquelle les choses ont dégénéré. Il cherche un pouls dans le cou du type, les mains tremblantes. Il lève les yeux, pâle comme un fantôme. L'homme est mort. Tajong n'est plus, les yeux vitreux et la mâchoire pendante. Baek reste planté là, regardant le résultat sans une once de regret. Il se gratte nonchalamment la tête et se demande si le type n'a pas juste heurté sa tête trop fort en tombant. Alors que la nuit tombe sur le bureau de la succursale, la tension commence enfin à retomber. Bin marche seul sur le domaine, inquiet de ce que dira le directeur de succursale Lim quand il apprendra. Même si la mort a été officiellement classée comme un accident, le jeune chef d'escouade n'arrive pas à se défaire du sentiment qu'il y avait autre chose. Il se souvient de l'expression de Baek, la façon dont il a spécifiquement rappelé à tout le monde son faible rang pour pousser l'adversaire à bout. C'était un piège. Baek a provoqué l'homme pour qu'il dégaine en premier, juste pour pouvoir lui asséner ce coup de pied fatal. En regardant le visage calme de Baek, Bin réalise que ce n'était pas de la chance. Tout a été géré dans les limites de la légalité, ne laissant aucune place à l'Alliance pour se plaindre. Il décide qu'il a besoin d'entendre la vérité directement de la bouche de l'homme en personne. Alors qu'il s'approche de la cour, il entend le son d'une respiration lourde et s'arrête net. Ses yeux s'écarquillent, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Baek est là, faisant des pompes en poirier à une main avec un corps qui a l'air bien trop puissant pour son âge.
Mais ce sont les cicatrices qui ressortent vraiment, des lignes horribles et dentelées qui ont l'air de lui couper le torse en deux. Bean ne peut s'empêcher de lâcher un rire sec. L'homme s'entraîne comme un démon malgré ses blessures. C'est un spectacle qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un artiste martial repoussant ses limites jusqu'à être trempé de sueur. C'est exactement ce qu'il aspirait à être autrefois. Submergé par le respect, il l'interpelle en l'appelant « frère ». Baek arrête son entraînement et retombe sur la terre. Il essuie un peu de sueur et demande à Bean ce qu'il vient de dire. Sans un mot, Bean joint ses mains dans un salut formel. Il s'incline profondément, demandant à servir Baek en tant que frère juré. Son visage est on ne peut plus sérieux. Ce n'est pas juste un caprice. Il a trouvé quelqu'un qui vaut la peine d'être suivi. Baek pousse un soupir fatigué, le clair de lune accrochant les énormes cicatrices sur sa poitrine. Jouer les modèles ne l'intéresse pas et il dit simplement au gamin de retourner se coucher. Baek Sochon ricane à la demande, disant que s'il acceptait tout le monde, il aurait déjà plus d'1 millier de petits frères. Il remet sa robe et demande au gamin, insistant, pourquoi il veut même être son frère. Le chef d'escouade Bean admet qu'il mène une vie pathétique en ce moment, mais que son rêve a toujours été de rejoindre l'élite du corps de l'épée de fer. Pour lui, rencontrer quelqu'un comme Baek est une chance tombée du ciel pour redresser réellement sa vie. Baek lui dit sèchement que changer de vie n'est jamais aussi facile tout en finissant de s'habiller. Bean est prêt à bosser pour ça, prenant même le ton désinvolte de Baek comme un signe qu'il est déjà accepté comme membre de la famille. Le maître soupire et lui dit d'aller dormir. Il a cramé l'énergie de plusieurs années en une seule journée. Avec un joyeux bonne nuit, Bean s'en va, laissant Baek seul sous le croissant de lune. Plus tard, le jeune chef d'escouade se demande s'il y avait une intention cachée derrière le meurtre, mais décide que ce n'est plus important. Le jour se lève, et l'inquiétude concernant la réaction du directeur de la succursale à la mort de Tajong flotte toujours dans l'air. À l'intérieur du bureau, le directeur de succursale Lim claque un parchemin, admettant de façon surprenante que les choses se sont bien goupillées. Il note que puisque la faction Tajong a fait un scandale à la succursale, ils ont clairement franchi la ligne rouge et n'ont aucune défense légale. À ses yeux, c'était en fait une bénédiction que Baek n'ait pas fini par rencontrer le chef de clan directement. Cependant, il n'est pas entièrement convaincu. Même une racaille comme Tajong ne serait pas assez bête pour attaquer en premier sang mobile. Il plisse les yeux, essayant de voir au-delà de l'extérieur calme du nouveau venu. Lim demande de but en blanc si Baek a délibérément fabriqué toute la situation. Avant que Baek ne puisse répondre, Bean intervient avec un rire, disant que son frère n'a fait que suivre la loi contre un homme avec un sale caractère. Le manager se fige, fixant le gamin avec une incrédulité pure quand il l'entend appeler Baek « frère ». Baek reste silencieux, laissant l'absurdité du moment s'installer dans la pièce. Lim finit par dire au gamin de sortir pour pouvoir avoir un mot en privé avec le guerrier aux cheveux d'argent. Une fois seul, l'atmosphère de la pièce change tandis que Lim reporte toute son attention sur son mystérieux subordonné. Il prévient Baek de rester loin de Bean, qualifiant le gamin de trop naïf pour être impliqué dans les plans de Baek, quel qu'il soit. Il se penche, exigeant que Baek arrête de manipuler ses hommes. Baek se contente de demander si Lim s'inquiète davantage pour le gamin ou de perdre un subordonné bien pratique à utiliser. Le manager commence à répliquer, mais il est stoppé net par le regard fixe et perçant du nouveau venu. Ses yeux sont beaucoup trop calmes, donnant à Lim l'impression que c'est lui qui est sous pression. Il ne trouve pas les mots pour continuer, alors il dit juste à Baek de quitter la pièce. Après que la porte se soit refermée, Lim lâche un long soupir, s'avouant enfin à lui-même que c'est lui qui est manipulé. Il réalise qu'il était presque en train de se laisser influencer, perdant presque le contrôle de ses mots. Il s'avoue que même lui est affecté par la présence de cet homme mystérieux. Dehors, dans le marché animé, la nouvelle de l'incident à la succursale est déjà devenue le sujet de conversation de toute la ville. Les rumeurs vont bon train sur la façon dont Tajong a marché sur la succursale pour chercher ses hommes et n'en est jamais ressorti. Les gens sont choqués d'apprendre qu'il a été tué, par accident, par un inconnu qui venait d'être embauché. Un cheval galope à travers le marché alors que les commérages continuent de se propager. Ils se demandent comment un loup comme Tajong a pu tomber face à une recrue au hasard. La plupart supposent qu'il a juste joué de malchance en tombant sur quelqu'un comme ça. À l'intérieur de la calèche fonçant à travers le marché, le chef de clan Wang tire le rideau, rentrant chez lui pour apprendre le chaos. Il entend que les marchands locaux sont carrément en train de célébrer la disparition de la faction Tajong. Son homme de main mentionne que le directeur de succursale Lim est même passé pendant que Wang Gong était absent. Wang Gong est furieux, se demandant comment le manager a pu laisser les choses déraper à ce point. Euxu mentionne que Zhong Bei est toujours enfermé dans le cachot et qu'il était censé prendre la relève du mort. Avec un grand sourire flippant,
Euxu suggère de rendre une petite visite au manager pour lui demander sa libération. Wang Gong stoppe son subordonné sanguinaire, lui disant de ne pas causer d'ennui quand il y a du travail important à faire. Euxu lâche juste un rire silencieux et saccadé, son esprit s'attardant déjà sur la violence à venir. Plissant les yeux, le chef de clan insiste sur le fait que des situations comme celle-ci doivent être gérées avec une certaine élégance. Il annonce à l'assassin qu'il a une mission spécifique pour lui alors que leur calèche roule sur le domaine brumeux. Pendant ce temps, de retour à la succursale locale de l'Alliance Murim, le calme habituel du bureau est interrompu. Un subordonné annonce que la femme du directeur de la succursale est arrivée, laissant Lim visiblement confus. Une femme à l'air inquiet entre dans la pièce, serrant une petite boîte en bois, avec un jeune garçon qui la suit de près. Le directeur de succursale Lim se précipite vers elle, demandant ce qui a bien pu amener sa famille jusqu'au bureau. Elle lève les yeux avec une expression anxieuse, expliquant qu'elle est venue à cause de l'objet qu'elle tient dans ses mains. Elle lui raconte que des hommes étranges ont fait irruption chez eux et ont laissé la boîte derrière eux avant de disparaître. Terrifiée à l'idée que les hommes reviennent, elle ne pouvait pas se résoudre à laisser le petit Chan seul à la maison. Alors que Lim prend la boîte, il reste silencieux, le poids de la situation commençant clairement à l'écraser. Le manager fixe le contenant en bois, la gravité de la menace gravée dans les rides de son visage. Il finit par prendre la parole, forçant une expression calme et disant à sa femme que tout va bien. Depuis son bureau, Baek Sochon observe l'interaction avec son regard détaché et observateur habituel. Il capte une odeur spécifique et sucrée s'échappant du contenant en bois. Sans même lever les yeux de ses parchemins, il en identifie le contenu, une renouée centenaire, rare et coûteuse. Lim essaie de garder un ton normal, tapotant la tête du garçon et lui disant de veiller sur sa mère. Le jeune garçon donne une réponse joyeuse, complètement inconscient de la tension mortelle qui emplit la pièce. Il suit sa mère à l'extérieur, adressant un petit sourire innocent en quittant le bureau. Baek fait un léger signe de tête approbateur alors que la famille du manager s'en va. Lim reste près de la porte un instant, les regardant s'éloigner le cœur lourd. Sa poigne sur la boîte se resserre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, sa rage intérieure atteignant enfin son point d'ébullition. Il maudit Wang Gong à voix basse, réalisant que l'homme est passé de subtils pots de vin à une menace ouverte contre sa famille. Il se souvient de la dernière fois qu'il s'est tenu devant le chef de clan corrompu, sa main rejetant fermement une offrande similaire. À l'époque, il avait essayé d'être poli, pensant qu'un refus respectueux mettrait fin à l'affaire. Il n'arrive pas à croire l'audace du type de cibler son foyer alors qu'il avait déjà clairement affiché sa position. Poussé par un instinct de protection désespéré, Lim annonce qu'il va voir Wang Gong et ordonne à ses hommes de ne pas bouger. Le chef d'escouade Bin regarde son supérieur sortir en trombe, hébété, choqué par cet étalage de colère soudain et intense. Il se tourne vers Baek, se demandant pourquoi le manager est si furieux alors qu'il pensait que les deux leaders étaient en bons termes. Baek explique qu'une herbe médicinale d'un tel niveau n'est jamais juste un cadeau. C'est soit un pot de vin, soit un avertissement. Il en déduit que puisque Lim a perdu son sang-froid avant même de regarder à l'intérieur, il devait s'attendre exactement à ça. Puisque la famille a été utilisée comme moyen de pression, Baek note que la situation est sur le point de devenir beaucoup plus violente. Bin est stupéfait, incapable de comprendre comment Baek a pu identifier le cadeau sans même y jeter un coup d'œil. Réalisant le danger mortel dans lequel Lim fonce tête baissée, le jeune chef d'escouade décide qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Il sait que défier Wang Gong signifie inévitablement croiser le fer avec Euxu, l'assassin de l'ombre. Euxu est un maître à un tout autre niveau que les racailles auxquels ils ont eu affaire plus tôt. Bin réalise qu'un monstre impitoyable comme lui tue aussi facilement qu'il respire, et qu'y aller seul serait un suicide. Il se tourne vers le guerrier aux cheveux d'argent avec des yeux pleins d'espoir, demandant si son frère a l'intention de se joindre au sauvetage. Baek Sochon ne lève même pas les yeux de sa paperasse, demandant froidement pourquoi il s'embêterait à s'impliquer. Bin est outré, hurlant qu'un confrère de l'Alliance est en danger et a besoin d'une aide immédiate. Baek reste de marbre, rappelant aux garçons qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, à peine assez pour être considérés comme collègues. Bin essaie d'argumenter sur leur amitié, mais Baek le rembarre, soulignant que chaque seconde perdue rapproche son manager de la mort. La prise de conscience frappe le jeune chef d'escouade comme un coup physique, le laissant momentanément sans voix. Il imagine le pire, Lim acculé par le chef de clan impitoyable et son assassin sanguinaire, tout comme ceux qui l'ont précédé. Bin n'en peut plus de la tension et sort de la pièce en trombe, déterminé à sauver son supérieur à n'importe quel prix. Il s'arrête net juste devant la porte, se demandant soudain pourquoi il supplie quelqu'un d'aussi froid que Baek. Se nourrissant d'une nouvelle autorité, Bin se retourne et hurle qu'il ordonne à Baek de se mettre en route en tant qu'officier supérieur. Baek reste impassible,
enroulant calmement les documents qu'il examinait comme s'il n'avait pas entendu un traître mot. Bin déglutit difficilement, sa bravade s'estompant rapidement alors qu'il réalise le pari dangereux qu'il prend en donnant des ordres à un homme de la réputation de Baek. Il commence à paniquer, se rappelant que Baek n'a pas seulement été rétrogradé pour agression, mais aussi pour insubordination flagrante. En regardant les mains stables du guerrier aux cheveux d'argent, Bin réalise que le grade ne signifie absolument rien pour quelqu'un comme lui. Baek lève les yeux avec un sourire fin et moqueur, reconnaissant la tentative désespérée du gamin d'affirmer sa domination. Au même moment, Wang Gong observe avec un sourire de prédateur son piège se refermer sur le manager. Le directeur de succursale Lim arrive au manoir du clan, le visage comme un masque de fureur froide alors qu'il se prépare à la confrontation. Le chef de clan corrompu offre une salutation d'une politesse moqueuse, bien que la tension entre les deux hommes soit assez épaisse pour être coupée au couteau. Lim ne perd pas de temps avec des amabilités, précisant que même s'il a suivi les règles auparavant, cette rencontre est loin d'être professionnelle. Lim claque la boîte au trésor sur la table. Il est là pour rendre le « cadeau » qu'il n'a jamais voulu. Wang Gong se marre. Il ne s'attendait pas à ce que le manager se donne vraiment la peine de la ramener. Il continue de le titiller, demandant pourquoi Lim n'a pas juste filé la fleur à son gamin comme on lui avait dit. Puis il attaque à la jugulaire, se demandant si Lim est distant parce que le garçon n'est même pas de sa propre chair et de son propre sang. Lim crack. Il hurle au chef de clan de fermer sa gueule à propos de sa famille. Mais le gang de Wang Gong est lancé. Euxu fait un commentaire sur la beauté de la femme de Lim, se moquant de lui pour élever le fils d'un autre mec. Il se penche en arrière avec un sourire dégueulasse, disant qu'il adorerait la voir de ses propres yeux. C'est le point de rupture, Lim dégaine son épée et charge. Mais il n'est pas seul. Les yeux de Xu brillent en rouge alors qu'il bouge pour intercepter. Dans un flou de mouvement, l'assassin part l'attaque sans effort. Quelque chose tombe au sol. C'est le chignon de Lim, tranché net. La lame est déjà sous sa gorge. Lim n'arrive même pas à assimiler à quelle vitesse il a été battu. Euxu demande à son boss s'ils doivent simplement l'achever et déguiser ça en accident, comme ce qui est arrivé à Tajong tout à l'heure. L'assassin le domine, attendant le mot d'ordre pour tuer. Wang Gong a une meilleure idée. Il décide de faire porter le chapeau au monstre qui a anéanti la famille Yangshu. Il tape du poing sur la table, exposant le coup monté. Lim a été réduit au silence pour avoir enquêté sur le passé. Lim regarde avec horreur. Il réalise enfin que Xu est celui qui a commis ces meurtres à l'origine. Wang Gong se contente de sourire, le narguant avec la vérité. Xu n'a pas l'air de vouloir laisser le moindre témoin derrière lui. Wang Gong offre une porte de sortie. Si le directeur de la succursale se met à genoux et supplie, il pourrait bien trouver la bonté de le laisser rentrer chez lui en un seul morceau. Il se penche en avant, demandant quel est son choix. Lim est pris au piège. Il sait qu'il ne peut pas gagner ce combat. Le poids de la décision l'écrase alors qu'il pense à sa femme et à son fils. Il repense à son temps dans l'Alliance, ayant l'impression de n'avoir fait que jouer le dindon de la farce. Si s'accrocher à son honneur ne protégeait pas sa famille, alors à quoi bon le garder maintenant? Il commence à s'affaisser vers la terre, prêt à sacrifier sa dignité. Il fixe le sol, l'esprit brisé. Mais alors, une voix fend la pièce. Baek Sochon et Bin sont arrivés, marchant droit dans l'antre de l'ennemi. Lim est complètement stupéfait, se demandant comment ces deux-là ont pu trouver cet endroit. Baek regarde son boss brisé et lui rappelle que les guerriers de l'Alliance suivent les ordres. Il lui suffit d'un commandement pour commencer à faire des arrestations. Baek en a ras le bol de parler. Pour lui, cette ville est juste remplie de gens qui font des menaces en l'air, même contre l'Alliance. Il regarde son boss et lui dit de donner l'ordre de les arrêter. Bordel. Le chef de clan Wang n'est pas impressionné. Il reconnaît Baek comme le bleu qui a éliminé Tajong. Il se marre, se plaignant de ne même pas pouvoir faire tourner son business sans que l'Alliance Murim ne lui souffle dans le cou. À ses yeux, ce ne sont que des moins que rien essayant de faire les fiers sur son territoire. Il sourit d'un air suffisant, pensant que ça l'arrange parfaitement en fin de compte. Il dit aux bleus de rester et de regarder leur manager se mettre à genoux. Lim et Bin sont complètement abasourdis par un tel manque de respect. Le chef d'escouade Bin s'en pète les plombs. Il ne va pas laisser une petite frappe locale insulter son supérieur et l'Alliance. Il dégaine son épée, exigeant de savoir si Wang pense vraiment pouvoir s'en tirer comme ça. Avant même qu'il ne puisse bouger, Euxu est soudainement juste devant lui. Les yeux de Bin s'écarquillent alors qu'il réalise qu'il ne fait pas le poids. L'expression du garde du corps est froide et concentrée. Une seule frappe lourde atterrit directement sur la poitrine du chef d'escouade. Wang ne fait que jubiler. Il sait qu'avec Euxu à ses côtés, il est intouchable. Bin est à terre.
Lim se précipite à ses côtés tandis que Baek reste planté là, observant la scène. Baek énumère calmement les crimes, menaces, corruption et maintenant agression sur un artiste martial. Il regarde vers Lim. Vous allez donner l'ordre ou quoi? Lim transpire. Il n'arrive pas à comprendre comment Baek peut rester aussi calme après avoir vu Bin se faire écraser. Il se souvient que Baek avait dit qu'il n'était pas en état de se battre. Baek clarifie, il ne parlait qu'en fonction de ses propres exigences élevées. Il n'utilisait certainement pas ses asticots comme référence pour définir ce qu'est un vrai combattant. Le visage de Euxu se crispe. Il n'aime clairement pas être traité d'asticot. Lim réalise que la situation vient d'empirer considérablement. Il connaît la réputation de Euxu. Le type est connu pour massacrer les gens pour la moindre insulte. Le garde du corps s'avance, son intention de tuer emplissant la pièce. Lim est au bord de la crise de nerfs, pensant que son seul choix est de supplier pour la vie de Baek. Mais Baek ne recule pas. Il se corrige juste, les qualifiant de vieil asticot et de jeune asticot. Lim se contente de fixer la scène sous le choc alors que la tension atteint son point de rupture. Wang se penche, s'adressant directement au directeur de la succursale. Il hurle que c'est la dernière chance pour Lim de se mettre à genoux et de sauver sa peau. Lim se répète les mots. Dernière chance. Il réalise que Wang a raison. C'est vraiment sa dernière chance. Mais ce n'est pas une chance de sauver sa vie en faisant le lâche. C'est sa dernière chance de défendre réellement sa fierté en tant que guerrier. Lim se redresse et hurle l'ordre. Gary Airbeck. Arrêtez-les. Bin lève les yeux, émerveillé, alors que Baek commence à marcher vers les racailles. Baek répète les charges, plaçant officiellement Wang et Euxu en état d'arrestation. Le visage de Wang s'assombrit. Il réalise qu'ils ont fini de discuter. Euxu s'élance en avant, visant à transpercer Baek de part en part. Une frappe massive atterrit, envoyant une onde de choc à travers la pièce. Lim et Bin ne peuvent que crier pour Baek alors que l'impact retombe. L'attaque de Euxu ne fait même pas scier Baek. Il attrape le poing du garde du corps en plein élan, sans verser une goutte de sueur. Le chef de clan Wang ne réalise même pas ce qui s'est passé. Il est toujours en train de siroter tranquillement son thé, pensant à quel point il adorerait les tuer tous les trois, mais qu'une seule mort suffira comme avertissement. Il planifie déjà son prochain coup, forcer Lim Chung à regarder son subordonné mourir pour pouvoir utiliser cette culpabilité afin de faire chanter le manager et en faire son esclave. Mais sa rêverie est coupée court par un claquement soudain et écœurant qui résonne dans la pièce. Baek n'a pas juste attrapé la frappe du garde du corps. Il est actuellement en train d'écraser le mec le visage le premier contre le sol. L'impact brutal fracasse le plancher et envoie des échardes volées dans tous les sens. Euxu est martelé dans le sol avec suffisamment de force pour transformer les meubles derrière lui en bois de chauffage. Lim et Bin ne peuvent que fixer l'étalage de puissance brute dans un silence stupéfait. Baek se relève calmement, dépoussiérant ses manches alors qu'il ajoute « tentative de meurtre » à la liste croissante des chefs d'accusation. Le bureau est un vrai bordel de fumée et de bois brisé. Euxu est dans les vapes, et Wang commence enfin à réaliser qu'il est dans une merde noire. Le chef de clan sue à grosses gouttes. Il n'arrive pas à piger comment son meilleur combattant a été démantelé en un seul mouvement. Il regarde l'expression froide de Baek et commence à se demander si la mort de Tajong était vraiment juste un accident. Désespéré, il essaie de faire valoir son rang, menaçant que son gang principal ne restera pas les bras croisés s'il est touché. Baek ne marche pas. Il suggère que le gang principal se contenterait de remplacer un idiot qui leur a causé autant d'ennuis. Wang perd le peu de sang-froid qui lui reste, insultant le bleu qui vient de pulvériser son sentiment de sécurité. Il hurle à propos de ses contacts au placé, criant son propre nom comme s'il avait encore un quelconque poids dans cette pièce. Baek le fixe simplement et lui dit d'écouter attentivement. Une aura de tigre terrifiante se manifeste derrière Baek, remplissant tout le bureau. Il demande si jouer au roi dans ce trou paumé a fait oublier à Wang que l'Alliance Murim ne rigole pas avec ça. La silhouette de Baek plane sur l'homme terrifié. Il lui promet 30 ans dans un cachot et lui rappelle qu'aucune de ses relations ne le protégera d'une guerre contre l'Alliance. Il attrape le mec par le devant de ses luxueuses robes violettes, et Wang ne peut que le supplier de le lâcher. Baek saisit le lourd collier de perles dont Wang est si fier, mentionnant à quel point Tajong n'a pas eu de bol de mourir d'un seul coup à la tête. Ses yeux brillent d'une lueur froide et prédatrice alors qu'il se demande à haute voix à quel point le chef de clan aura de la chance aujourd'hui. L'homme hurle de terreur absolue alors qu'il est soulevé de terre. Baek l'écrase la tête la première contre le sol avec un bruit sourd à vous glacer le sang. L'énorme collier de perles vole en éclats sous la pression, les perles fusant dans toutes les directions.
Les perles s'éparpillent sur le sol comme une représentation physique du statut brisé de Wang. Le leader du gang du feu divin est laissé face contre terre et inconscient sur le tapis ruiné. Baek se tourne vers le manager, signalant que les deux cibles ont été arrêtées exactement comme ordonné. Lim et Bin essaient encore de digérer le niveau de violence dont ils viennent d'être témoins. Baek n'attend pas de réponse. Il commence juste à sortir du bureau dévasté. Une fois dehors, Baek dit à Lim que c'était stupide de venir seul, mais il lui accorde du crédit pour ne pas avoir pris le pot de vin. Lim s'arrête net, abasourdi que le bleu ait su d'une manière ou d'une autre pour la renouer centenaire. Tous les deux regardent en silence Baek continuer à marcher dans le couloir. Bin ne peut s'empêcher de répéter cette phrase sur le fait que l'alliance est bien plus qu'une simple blague. Lim lâche un petit sourire sincère pour la première fois depuis un moment. Le chef d'escouade Bin a l'air d'avoir trouvé une nouvelle idole à suivre. Il est tellement à fond qu'il invite même Lim à les rejoindre en tant que frère juré, affirmant qu'il leur manque un homme pour le pacte de sang. Lim lui dit de laisser tomber ses bêtises et d'aider à nettoyer. Il sait que même s'ils ont gagné le combat, arrêter un chef de gang local va être un désastre politique. La nuit tombe sur la succursale. Plus tard dans la nuit, Baek se retrouve à marcher dans une cour sombre et vide. Il regarde vers le bas alors que ses bottes éclaboussent un liquide sombre et semblable à de l'encre sur le sol. Il regarde le ciel, confus par l'étrange pluie noire qui commence à tomber. Baek Sochon lève les yeux, le visage éclaboussé de sang, alors qu'une étrange pluie noire commence à tomber dans son champ de vision. Il se tient seul dans un abîme vaste et sombre, regardant l'averse surnaturelle tremper le sol autour de lui. Il regarde vers le bas, son expression lourde d'une prise de conscience sinistre et silencieuse. Dans ses mains, il serre la poignée brisée d'une épée, se demandant comment sa légendaire épée de l'ombre fantôme a pu être cassée. Un brouillard sombre s'installe sur sa conscience alors qu'il lutte pour trouver des réponses dans le vide. Il s'effondre à genoux, un trou béant et déchiqueté visible au centre de sa poitrine là où résidait autrefois sa force. Une silhouette sombre se dresse au-dessus de lui, sa voix résonnant avec une cruelle prophétie à propos d'une limite de 3 ans. La main massive de l'entité du rêve descend des ténèbres, cueillant Baek du sol comme un jouet impuissant. L'entité lui dit que dans 3 ans, il comprendra le poids de ses paroles énigmatiques. Un œil géant et incandescent le dévisage, promettant que la vérité sera révélée en temps voulu. Avec une soudaine vague de pouvoir terrifiant, la main géante écrase Baek, envoyant une gerbe de liquide sombre partout. Les yeux de Baek s'ouvrent brusquement dans le monde réel alors qu'il se réveille en sursaut du cauchemar persistant. Il s'assoit dans son lit, cherchant son souffle alors que la terreur de la vision commence lentement à s'estomper. Il serre sa poitrine, sentant les vraies cicatrices qui correspondent douloureusement à la blessure de son rêve. Passant de son cauchemar à la réalité, la main de Baek saisit le bord dentelé d'une falaise abrupte. Sous le couvert de la nuit, il est suspendu périlleusement au-dessus d'un gouffre profond, ses muscles se contractant à chaque mouvement. Il se hisse avec une détermination féroce, réfléchissant aux 3 années qu'il a passées à repousser son corps dans ses limites absolues. Il se souvient des premiers jours après sa blessure, quand même les plus petits gains de force physique ressemblaient à une victoire. Ses doigts glissent sur la roche friable, un rappel brutal des limites physiques qu'il n'a pas encore surmontées. Il se rattrape rapidement, sa concentration s'aiguisant alors qu'il lutte contre l'épuisement qui menace de l'entraîner vers le bas. Le danger extrême de son entraînement n'est pas un accident. C'est la seule façon qu'il connaisse pour briser son état actuel. D'une dernière traction, il se hisse par-dessus le bord et en sécurité au sommet de la falaise. Il s'allonge à plat sur le sol froid, haletant, tout en maudissant la lenteur et la progression atroce de sa convalescence. La frustration déborde et il hurle au ciel nocturne, épuisé par le cycle sans fin d'entraînements éreintants. Il regarde le paysage sombre, ressentant le poids immense de son objectif apparemment impossible. Dans un moment d'épuisement total, il jure d'arrêter cet entraînement brutal, jurant qu'il en a marre de la douleur. Il fixe le vaste ciel nocturne, sa colère cédant lentement la place à une contemplation calme et lasse. Le silence du sommet de la montagne l'entoure alors qu'il essaie de calmer son cœur qui bat la chamade. Les mots de son cauchemar reviennent le hanter, répétant la date butoir de 3 ans qui pèse au-dessus de sa tête. Il réalise que la voix dans son rêve pourrait être plus qu'un simple souvenir. C'est un défi direct à son existence. Il ricane à l'idée du destin, refusant de laisser un rêve obsédant dicter les termes de son avenir. Baek Sochon se redresse, sa détermination se durcissant une fois de plus malgré la fatigue. Il fixe le lointain, jurant de prouver que les mots de l'entité ne sont que des conneries. Il plonge la main dans son sac, prêt à poursuivre son travail malgré son accès de colère précédent. Il ajuste l'équipement lourd sur ses membres, sachant que chaque fardeau est une étape vers la reconquête de son pouvoir. Il sort un manuel altéré et d'apparence ancienne, l'air sérieux.
Il regarde le titre « L'art du roi immuable », un manuel secret qu'il a obtenu lorsqu'il était le meilleur sous les cieux. Il a étudié ces pages un nombre incalculable de fois, cherchant un moyen de restaurer son dentier brisé. Même s'il n'a encore montré aucun effet, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer à essayer. Il feuillette les pages usées, ses yeux parcourant les instructions cryptiques à la recherche du moindre détail qu'il aurait pu manquer. Alors que le soleil commence à se lever, Baek reste sur le flanc de la falaise, luttant pour déchiffrer les techniques martiales complexes. La lumière du matin frappe le toit de la succursale alors que la ville de Minson commence une nouvelle journée. Baek Sochon retourne à la succursale avec le lever du soleil matinal, apercevant Bin San près de l'entrée. Bin San se retourne avec surprise, interpellant Baek et se demandant pourquoi il est sorti si tôt. Debout dans la cour, Bin révèle qu'il a décidé de commencer son propre entraînement aujourd'hui. Baek écoute silencieusement alors que Bin admet qu'il ne sait pas trop par où commencer et espère des conseils. Remarquant l'air fatigué de Baek, Bin réalise que son grand frère s'est probablement entraîné toute la nuit. Bin explique que l'excitation des arrestations de la veille l'a empêché de dormir, son esprit s'emballant encore avec les événements. Baek Sochon lui rappelle son objectif, lui demandant s'il va réellement commencer à s'entraîner ou juste continuer à jacasser. Bin San se revigore instantanément, son enthousiasme restauré par la franchise de Baek. Des moineaux pépient sur une branche voisine alors que la journée commence sérieusement pour les membres de la succursale. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire mal éclairée, une unique lanterne vacille contre les murs sombres. Le chef de clan Wang est assis seul à une table en bois, sa puissante prestance atténuée par sa situation actuelle. Des bandages enveloppent les yeux de Wang, cachant les blessures subies lors du conflit de la veille. La lourde porte grince en s'ouvrant, laissant un rayon de lumière matinale percer les ténèbres. Le directeur de succursale Lim entre dans la pièce, annonçant formellement le début de l'enquête officielle. Le visage du chef de clan Wang se crispe, des perles de sueur se formant sur son front alors que la gravité de sa situation se fait sentir. L'image d'un tigre féroce surgit dans l'esprit de Wang, symbole terrifiant de l'homme qu'il a vaincu. Lim Chung prépare les documents, ses mouvements précis et professionnels. Il commence à énumérer les lourdes charges retenues contre le chef de clan, corruption, agression et intimidation. Wang Gong sourit à travers sa douleur, identifiant Lim comme étant celui derrière cette offensive légale contre lui. Perdant patience, Wang tape du poing sur la table, exigeant qu'ils en viennent au fait. Il se moque des accusations, affirmant qu'il n'a jamais commis de tels actes et qu'une peine de 30 ans est ridicule. D'une voix basse et menaçante, il se demande si Lim a oublié le pouvoir et l'influence qu'il exerce encore. Lim Chung reste de marbre, notant que puisque Wang ne veut pas avouer, il sera transféré à une division supérieure. Enragé par la perspective de perdre le contrôle, le chef de clan Wang beugle que Lim a dû complètement perdre la tête. Le chef de clan Wang Gong, le visage bandé, tape du poing sur la table. Il exige d'être conduit à quelqu'un qui puisse le laver de ses fausses accusations. Dehors, le chef d'escouade Bin jette un coup d'œil par la porte, appelant le directeur de succursale Lim à sortir une seconde. Lim tourne la tête, son visage montrant le poids de la situation. Il est choqué d'apprendre que la « vipère venimeuse » vient de se pointer à leur succursale. Bin explique que le type a été envoyé par la division principale spécifiquement à cause de l'incident de la famille Yangshu. Lim se frotte la nuque, regrettant que ce problème de haut niveau ne soit pas arrivé aujourd'hui. Bin le désigne du doigt alors qu'il entre. Une silhouette entre dans le bureau, tandis que les deux hommes observent de loin. Le capitaine d'unité Chong Yango fait une entrée fracassante, se plaignant d'emblée qu'ils n'ont pas signalé l'arrestation de Wang aux huiles. C'est l'homme connu sous le nom de vipère venimeuse, et il exige une audience avec le prisonnier sur le champ. Bin a l'air incroyablement nerveux, tandis que Lim reste silencieux derrière lui. Dans un coin tranquille du bâtiment, des parchemins sont accrochés au mur. Chong s'assoit face au Wang amoché, demandant si son meilleur garde du corps s'est lui aussi fait prendre entre deux feux. Wang admet que le directeur de succursale Lim n'aurait pas dû être assez doué pour les mettre au tapis. Il dit au capitaine que c'était quelqu'un de nouveau. Un mec qui avait l'air d'appartenir à l'élite de la division principale. Wang regarde les coins poussiéreux de sa cellule, déclarant qu'il ne supporte pas de rester dans ce trou à ras une minute de plus. Chong l'écoute attentivement et promet qu'il fera ce qu'il peut pour s'en occuper. Wang ne se contente pas d'une promesse et attrape le bras du capitaine. Il se penche, rappelant à Chong que tous ces pots de vin qu'il a payés, c'était justement pour un moment comme celui-ci. Chong affiche un sourire suffisant et entendu. Il appelle Lim dans la pièce pour discuter du dossier. Le capitaine fait les 100 pas, expliquant que Wang nie tout en bloc et affirme qu'il n'a agi qu'en état de légitime défense.
Il prévient Lim que le chef de clan a l'intention de les dénoncer pour intrusion illégale et fausses accusations. Les yeux de Chon se plissent alors qu'il suggère qu'il serait préférable pour tout le monde de simplement relâcher le prisonnier maintenant. Lim le fixe, lui demandant si le capitaine fait vraiment plus confiance à un criminel qu'à ses propres officiers. Chon lâche un rire faux, affirmant qu'il a une confiance absolue envers le directeur de la succursale. Mais son ton devient glacial lorsqu'il aborde l'influence massive que le gang du Feu Divin exerce sur la province. Il dit à Lim d'agir en adulte et de boucler cette affaire triviale pour que les choses restent cordiales. Le capitaine se tourne pour partir, considérant l'affaire close. Lim reste planté là, répétant l'expression « affaire triviale » avec un pur dégoût dans la voix. Il savait que l'alliance était corrompue, mais la voir en face fait toujours l'effet d'une gifle. Chon s'arrête sur le pas de la porte. Il regarde par-dessus son épaule, admettant que même avec de l'aide, faire tomber quelqu'un comme Wang Gong n'aurait pas dû être aussi facile. Lim lui dit de ne pas sous-estimer les capacités de sa succursale. Chon se contente d'afficher un petit sourire moqueur devant la défiance du manager. Il leur dit de bien réfléchir à leur prochaine décision avant de s'éloigner. Bin se tient là, regardant l'officiel corrompu disparaître au bout du couloir. Lim a l'air plongé dans ses pensées, pesant clairement le pour et le contre face à un système truqué en sa défaveur. Il regarde son chef d'escouade et lui demande comment s'est passé son entraînement matinal. Bin est pris de court, se demandant comment le manager savait même qu'il s'entraînait dehors. Plus tard dans la nuit, la lune brille au-dessus du siège de la succursale. Incapable de dormir à cause de la pression grandissante, Lim marche dans la cour pour se vider la tête. Il trouve Bin San encore éveillé, balançant une épée en bois de toutes ses forces. Bin San poursuit son entraînement acharné au centre de la cour. Lim observe depuis les ombres, remarquant un nouveau niveau de concentration dans les mouvements du chef d'escouade. L'expression du manager s'adoucit alors qu'il réalise à quel point son subordonné a changé. Bin finit par baisser son épée et sourit, admettant que parler au grand frère donne toujours l'impression que tout est plus clair. Le matin arrive, les premiers rayons du soleil frappant les avant-toits traditionnels du bureau de la succursale. Toujours plein d'énergie, Bin San fait signe à Lim de le suivre, certain que Baek Sochon aura un moyen de régler leur situation actuelle. Lim reste sceptique, doutant qu'un officier de bas rang puisse avoir la moindre réponse pour un truc d'une telle ampleur. Mais n'ayant aucune autre option sur la table, il décide finalement de le suivre. Il trouve Baek Sochon niché dans une pièce pleine de livres, ayant l'air parfaitement en paix. Il ne lève même pas les yeux de sa page lorsqu'il demande pourquoi il l'emmerde avec leurs questions.